Alors, si je me rappelle bien le but de la manœuvre, je ne sais plus si c'est celui-là. Je vais aller chercher une pince et je crois qu'il faut que je tire ça là. Bon, je suis obligé depuis quelques temps d'afficher 3 litres de plus pour que ça débite bien. Donc je pense que j'ai les joints à l'intérieur. Enfin, en vrai, c'est pas que je pense, c'est que je viens d'en démonter un, je n'avais plus le joint. Bon, désolé, hein, c'est tournevis maison. Donc je défais le relais électrique. Voilà. Hop. On vient chercher cette partie-là, hop, qui se retire toute seule. C'est du harag. Et logiquement maintenant, il faut y aller doucement. Voilà. Et là on s'aperçoit, vous voyez le joint là, il est encore là mais il est moitié en travers. Et là, il est même grimpé au-dessus là. On va dire que ça c'est foutu. Donc on va changer tous les joints là. Et après on refera des essais de débit. Bon ben voilà, il y en a 10 à faire. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tronçons. Plus le retour en cuve. Allez, on va aller chercher un joint neuf. Là, on mettra un peu de graisse là-dessus. Allez, le joint là, il était bouffé. On voilà déjà rien de fait. Encore tous les autres là à faire. Et puis le problème qu'on a, c'est que ici c'est une clé Allen qui rentre. Et soit elle est trop petite, soit elle est trop grosse sur plusieurs jeux d'outils. Donc c'est pas simple, c'est bizarre. Bon c'est tout, on va bien se débrouiller, on va arriver à les démonter quand même. Et vous voyez, celui-là il est coupé à un endroit. Donc c'est sûr que ça peut pas, il y a de la perte quoi. Bon, plus que l'électricité à remettre. Voilà, on a tout remboîté, c'est bien pratique ces choses-là, hein. C'est des tiges. On déboîte, on remboîte. Bon, les 9 joints sont changés. Et puis après, ben, il faudra essayer de faire un essai débit. Eh bien, on est le 5 juin. Il doit être 17 h à peu près. Et je vais vous montrer un petit peu comment je passe mes fins de journée. Tranquillement, je vais quitter la vigne là vers 19 h, 19 h 30. Et je suis en train d'utiliser le plus vieux désherbant qui puisse exister. Alors, je vais vous le montrer. Il est là.
Voilà, alors j'aurais pu utiliser la binette, mais bon, nous on utilise le Hoyo, hein, vous voyez, ça a été fabriqué dans une forge. Bon, c'est bien tranchant, c'est plutôt lourd et il n'y a pas besoin de taper trop fort pour que ça coupe. Bon, j'aime bien cet outil-là. Alors pourquoi j'utilise en ce moment cet outil-là? Ben simplement, vous voyez, on a des sales bêtes qui s'appellent les chardons, qui poussent par endroits, par rond dans nos vignes. Alors, je vais vous montrer les endroits où je ne suis pas encore passé. Et voilà. Et là, le souci, c'est que, bah, vous voyez, ils arrivent, ils sont bientôt en fleurs, donc ils vont bientôt disséminer leurs graines. Et jusque là on avait commencé à en faire avec un herbicide bien connu, mais ils faisaient 5-10 cm de haut. Et là en moins d'une semaine avec la pluviométrie puis maintenant la chaleur, ils ont poussé à une vitesse folle, donc on n'a pas envie que ça se dissémine partout, donc on est obligé de passer à la binette ou au Hoyo. Et alors je suis pas tout seul à faire ça, hein. Là je viens finir mes journées parce que je trouve ça sympa d'être ici avec les oiseaux qui chantent et puis tranquille quand il fait pas trop mauvais. Et sinon on va être à 4 dedans, donc on va faire chacun route par route, hein. Vous voyez encore des beaux spécimens de chardon. Alors ceux du milieu de la route là ont été coupés, puis on va faire que ça de les couper, donc ça va finir par les épuiser quand même. Par contre en bordure, bah, c'est tout, on passe à la main. Alors certains pourraient me dire, ben, pourquoi je ne passe pas avec mes Clemens, hein, avec les... je me rappelle plus le nom. Avec les lames, les intercepts, voilà, avec les lames qui viennent couper comme ça, c'est vrai que ça viendrait les supprimer. Le seul souci, c'est que, bah, comme vous pouvez voir, hormis les chardons, voilà, je vais dépasser la tâche. Vous voyez, hormis les chardons, pour l'instant, j'ai quasi rien qui pousse. Vous voyez, un petit peu là, c'est vraiment des débuts. Donc pour l'instant, je vais laisser comme ça. Parce que si je viens passer une lame ici, même sur 2 cm de profondeur, histoire de couper les fils, eh ben, je vais mettre en germination par le choc et puis par la mise à la lumière beaucoup de mauvaises herbes qui pour l'instant ne sont pas là, commencent légèrement à apparaître. Et ce qui veut dire que d'ici 15 jours ou 3 semaines, on sera obligé de repasser à nouveau les intercepts. Et je préfère pour l'instant laisser comme ça. Attendre que les plantes qui sont en ce moment, vous voyez ici, elles commencent seulement à lever, elles sont toutes petites. Donc d'ici 15 jours, elles feront peut-être la taille de ce petit chardon. Voilà, ici. Et ce sera le bon stade pour passer. Et d'ici 15 jours, on sera déjà au 20 juin. Et à partir du 20 juin, on va arriver dans des périodes certainement, j'espère, un petit peu plus chaudes, ce qui fait que on n'aurait peut-être pas repassé une deuxième fois les intercepts, parce que ça prend quand même beaucoup de temps, pardon. C'est énergivore en temps et c'est énergivore aussi en gasoil. Bon voilà, c'est tout. Alors, vous voyez ici, c'est pas encore palissé, il a même pas encore relevé les fils d'ailleurs. Alors quelqu'un me posait désolé si je me rappelle plus le nom avec tous les commentaires. Quelqu'un me posait la question, est-ce que ce sont mes employés qui font les remontages des fils et puis le palissage? Alors oui, ce sont des gens que j'ai en CDI, ce qu'on appelle des CDI à tâche ou à la tâche, je sais plus, enfin on va dire des CDI à tâche. Et en fin de compte, ce sont des contrats que l'on signe avec ces gens-là, où l'on prend toutes les heures depuis la taille, c'est-à-dire que la taille, par exemple chez moi, je suis en Chablis, j'ai 9090 pieds à l'hectare, et donc pour 1000 pieds, nous avons des tableaux qui nous disent qu'il faut, pour chez moi, par exemple 27 heures pour 1000 pieds, donc on multiplie par le nombre, par la surface, on va dire, et on trouve 227 heures à l'hectare de travail. Et si la personne me fait 1 hectare pour simplifier les choses, ça lui fait 227 heures. Ensuite, il y a le liage dans le processus. Donc le liage, pareil, on regarde le temps, etc. Et puis ensuite, il y a les remontées des fils, enfin il y a les bourgeonnages, après on remonte les fils. Le deuxième remontée de fil, là c'était la première remontée de fil. Ensuite, il y a la deuxième remontée de fil, je vous montrerai peut-être un peu plus tard, j'irai là où ça a déjà été commencé à être palissé. Et ensuite, il y a le palissage. Et donc, on cumule toutes ces heures, on divise par 12, on multiplie par le
le prix de l'heure. On fait plus 3% et plus 11% pour les indemnités de congés payés et puis les indemnités de fin de contrat. Même si on est en CDI, c'est comme ça. Et ça donne le salaire qui est identique tous les mois. Voilà. Et ces personnes, souvent, soit elles ont un seul patron parce qu'elles ont assez de boulot sur une seule ferme, mais souvent elles ont plusieurs patrons, ce qui fait qu'elles peuvent cumuler plusieurs contrats en CDI à tâche et qui leur font leur salaire. Voilà, j'espère avoir été clair là-dessus. Nous sommes le 7 juin, il est à peu près 18 h et nous sommes donc à une semaine de la précédente vidéo et je vous montre du moins très rapidement l'évolution qu'il y a pu avoir en une semaine de beau temps, on va dire, puisqu'il y a eu un beau soleil. Rappelez-vous, la semaine dernière, dans la même parcelle, je vous montrais quasi les premières fleurs de la parcelle. Vous voyez, ça a énormément évolué. En 7 jours, nous sommes à... Et ça, vous voyez, la première petite gousse ici, sur ce pied. Donc nous sommes à 1, 2, 3. On voit le 4e étage foliaire ici, un autre qui se présente ici. Donc ça se présente pour l'instant pas trop mal, aucune maladie. Voilà, certaines gousses sont même un petit peu plus développées. Il y a déjà 2 gousses ici. Donc c'est bien, la fécondation va se faire correctement parce qu'il ne pleut pas. Et puis, voilà, écoutez, j'ai dit que c'était rapide, donc on va aller voir les orges de printemps. Allez, c'est parti. Bon, allez, passage rapide par les escourgeons. Vous voyez un petit peu les couleurs qui étaient encore la semaine dernière plutôt vertes, qui commencent à roussir tout doucement. Je ne sais pas si à la caméra on le verra, mais on est le 7 juin. Est-ce que dans 14-15 jours, 3 semaines, on va être déjà à la moisson dans nos escourgeons? C'est possible, on verra bien. Bon, allez, petit tour rapide donc dans mon orge de printemps. Et bien voilà l'évolution, vous voyez, elle est maintenant épiée. Vous voyez, des épis de rang. C'est-à-dire que sur le côté, on voit rien, il n'y a pas d'épillé sur le côté, contrairement à une orge d'hiver. Escourgeon, que vous avez peut-être vu ou que je vais vous montrer, qui a 6 rangs. Bon voilà, une belle petite orge. Alors à ce point de vue, alors pas forcément pour parler de l'orge, mais quelqu'un il n'y a pas longtemps me disait j'ai peur que là ils annoncent, il y a déjà une semaine où il n'y a pas plu, et tant mieux, et ils annoncent encore une semaine sans pluie. Il me dit comme il n'y a plus beaucoup au printemps, nos plantes ne doivent pas être trop enracinées et j'ai un petit peu peur qu'en cas de sécheresse, le remplissage se fasse mal. Et moi je lui ai répondu, mais c'est quand même une drôle d'idée que tu as là. Moi j'ai appris l'inverse, j'ai appris que des racines, elles descendaient non pas pour aller chercher l'eau, mais parce qu'il y avait de l'eau. Il me dit non, il me dit des racines, elles cherchent l'eau. Je lui dis non, les racines, elles cherchent pas l'eau. Les racines, elles descendent quand il y a de l'eau. S'il n'y a pas d'eau, eh ben elles descendent pas, elles sont en surface. Donc je dis comme ce printemps, il n'y a plus, les racines, elles ont descendu. Et donc on n'a pas grand-chose à craindre pour une sécheresse, pour la fin de nos mûrissements, on va dire, de nos cultures. Il me dit, c'est quand même bizarre, j'ai toujours entendu l'inverse. Je lui dis, écoute, moi j'ai pas appris ça, j'ai appris que les racines descendaient parce qu'il y avait de l'eau. Je lui dis, la preuve en est, c'est que... Alors je me tourne un peu parce que j'ai le soleil en pleine poire. La preuve en est, c'est que ceux qui font, par exemple, sur les arbres, vous savez que je connais très bien les arbres, ceux qui font de la micro-irrigation sur les arbres et qui irriguent en permanence au goutte à goutte, il faut savoir que quand il y a des coups de vent, les arbres se couchent. Tout simplement parce que les racines n'ont pas descendu. Étant donné que l'eau au goutte à goutte n'arrive à absorber que la surface du sol, les racines restent en surface. Et elles ne descendent pas parce qu'il n'y avait pas d'eau en dessous. Si jamais il y avait eu de l'eau en dessous, et même de l'eau en surface, les racines seraient descendues. Je lui dis, bon, c'est comme ça, alors voilà. Alors moi, je peux vous le dire, la vérité là-dessus, c'est que des racines descendent s'il y a de l'eau, et pas l'inverse. Bon, dites-moi ce que vous en pensez. Et puis, voilà, dans les commentaires. Et puis, autre petite chose que je vais vous montrer, puisqu'en arrivant là, je l'ai vu, elle est là. Ça n'a rien à voir avec l'agriculture, mais il y en a pas mal par chez nous. C'est une orchidée pyramidale. Voilà, c'est très joli. Toute petite fleur.
Une des plus petites orchidées à ce que je me rappelle qui existe. Et la taille des fleurs et mon doigt. Bon allez, ça c'est pour le plaisir. Bon on continue. Moi j'en ai croisé certains qui me disaient ben et alors ta luzerne elle en est où? Ben voilà. Voilà. Elle fait allez 10 cm de haut quoi à peu près. Bon belle petite luzerne, maintenant on va attendre qu'elle pousse. Tout simplement et puis voilà. Et puis si on arrive à faire une voire deux coupes cette année, ben, je serai content et puis je vous dirai les rendements. Bon allez, pour démarrer l'enfumoir, hein, voilà, je prends des petits bouts de chiffon à main là qui me restaient. Hop, le briquet. Hop, je le démarre comme ça. Voilà, il est en train de commencer à flamber. Je le descends au fond. Quelques petits bouts de carton. Voilà. Pour l'instant là je m'embête pas là, vous voyez ça a été tondu il n'y a pas longtemps. Donc je prends du sec à peu près. Voilà, ça c'est à peu près sec, j'en fais une petite boule. En plus je vais intervenir moins de 5 minutes, hein, il n'y a pas besoin d'une grosse quantité. Hop. Je mets ça là-dedans. Voilà, on va remettre un petit peu. Du sec comme ça. Voilà. Tasse pas trop, hein, moyennement comme ça. Pour le peu de temps que je vais y être. Allez, il y a des brins d'herbe là, l'herbe verte là. Hop. On va jouer au lapin. Voilà. Une boule comme ça. Pardon, on retire la branche qui dépasse, on met ça ici. On pourrait le mettre dans le trou là si on veut, mais bon, c'est marqué de mettre là. Voilà. On pompe. Et voilà, ça commence à sortir. C'est que c'est bon. Alors là, je vais essayer de poser la caméra sur mon genou. On teste sur sa main. Voilà, la fumée est bien froide. Hein, c'est de la fumée froide qu'on doit leur mettre. Et surtout pas de chaleur. Voilà. Impeccable. Bon ben voilà, vous voyez, hein, j'ai allumé ça simplement, ça me paraissait difficile quand je voyais ça au départ. En fin de compte, ça va tout seul. Faut simplement des choses qui soient bien sèches pour mettre au fond, pour que ça puisse fumer. Et puis un petit truc que j'ai vu, quand l'enfumoir devient assez vieux, il est possible que le petit trou qui est là, je sais pas si vous le voyez là, en fin de compte du soufflet, il y a un trou qui envoie l'air dans un espèce de cône là. Il faut que ce cône ne soit pas bouché, parce que sinon il n'y aura pas d'air qui arrivera sur le dessous de la grille qu'à l'intérieur. Voilà. Et là j'en ai fait certainement pour une bonne heure, sachant que je vais être peut-être 10 minutes sur la ruche. Bon. Bah allez, on se retrouve pour mes débuts sur ma ruchette. A tout de suite. Bon, nous sommes le 31 mai. Petite visite à la ruche. Bon, pour l'instant, toujours de l'activité. Allez. Voilà, on va leur dire que j'arrive. Allez, comme d'habitude. On retire les cailloux. Hop, on retire le toit. Hop, et ben là,
Elles ont tout mangé, hein, parce que nous en ce moment je les nourris. Du fait qu'il pleut tout le temps et puis qu'il y a peu de... Allez, on va mettre ça là, les dernières vont sortir. Hop. Allez, on va les faire redescendre un petit peu. Tac. Alors, je pose ça là, je vous reprends tout de suite. Je vais faire descendre un peu. Bon, vous voyez, ça construit tout doucement. Petite ruchette sur 5 cadres. Bon, il y a déjà des ponts qui se sont faits. Bon, vous voyez, elles sont en train d'étirer le cadre. J'ai mis de la cire gaufrée. Voilà, elles sont en train de les tirer des deux côtés. Bon, c'est con, j'ai pas mis mes lunettes. Pour trouver la reine, ça va pas être simple. Bon, elle est déjà pas là. Ça, c'est elles qui l'ont construit. Un beau couvain operculé. Voilà, ça c'est elles aussi qui l'ont construit entièrement. Vous voyez, ceux qui connaissent, vous me direz un peu. Bon, elles ont étiré le cadre.
Bon voilà, vous voyez, du miel autour, du couvain au milieu. Bon, j'ai pas trouvé la reine ce coup-ci, la dernière fois je l'avais trouvé, mais j'avais les lunettes. Allez, tant pis. Allez, je remets. Ouais, j'en ai coincé une. Je remets le nourrisseur. Allez, on va les renourrir un petit peu. Voilà. Allez, on va recouper ça. Tac. Tac. Voilà, on va trouver le chemin. On les embête pas plus. Allez. Un caillou. Deux cailloux. Ouais. C'est vite comme si c'était passé au lave-vaisselle. Hein. Bon bah allez, hein. Petite visite rapide, mais bon, je leur redonne à manger puisqu'ils annoncent encore de la pluie demain et après-demain. Il n'y a qu'à partir de lundi où il fera beau, donc elles pourront peut-être ressortir correctement en espérant qu'il y ait à manger avec des fleurs.